on va débuter pour que les collègues de la ville, de la métropole puissent se connecter et suivre la conférence. Donc on est un petit comité, et inutile d'expliquer pourquoi. En tout cas, je suis très heureux qu'on se retrouve ici, même en petit comité. Merci à tous ceux qui ont pu venir et merci à vous en particulier pour d'avoir préparé cette conférence. Voilà. Donc, on va laisser Juliette lancer l'opération pour être sûr que ça marche bien. En streaming, là. Voilà. Ouais, alors, peut-être un test de micro aussi, je ne sais pas si... Oui, je laisse faire Juliette pour la technique. Oui, le micro, c'est C'est bon. Tu as celui-ci. D'accord. C'est bon? C'est parti. Bien, bonjour à tous. Je suis Fabrice Mullenbach et je vais vous parler avec Amélie Cordier de cette conférence Disrupt Campus consacrée à l'intelligence artificielle et dont le titre c'est « Au cœur de l'intelligence artificielle ». Alors, pour démarrer, je vais tout d'abord me présenter. Ça, c'est moi sans masque. Et puis, transformé aussi par une intelligence artificielle. Donc, version dessin animé à la Reine des Neiges ou à d'autres formats. Donc, je suis enseignant-chercheur en informatique. J'ai un profil un petit peu atypique puisque je viens d'une formation à la fois en informatique, mais aussi en psychologie et en sciences cognitives. Et mes spécialités de recherche sont le data mining, ou la fouille de données, l'apprentissage automatique ou machine learning, et l'éthique de l'intelligence artificielle. Alors, le plan d'intervention, je vais vous parler de l'intelligence artificielle sur son versant historique, et je vais vous donner quelques techniques que l'on retrouve dans le domaine de l'intelligence artificielle, quelques applications industrielles de l'intelligence artificielle, et j'ouvrirai sur les questions éthiques que l'on peut se poser au sujet de l'introduction de l'intelligence artificielle dans notre vie. Alors tout d'abord, quelques définitions pour pouvoir un peu préciser les termes. L'informatique, c'est un mot valise qui vient à la fois de information et automatique, et tout simplement, c'est la science et la technique du traitement automatique ou traitement automatisé de l'information. L'information telle qu'elle est précisée dans cette définition, qu'est l'informatique, c'est un élément de connaissance susceptible d'être représenté par des conventions. On entend bien entendu par là les notions de codage, et ceci pour être conservé, traité ou communiqué. Donc il y a de l'échange d'informations, de l'information qui subit un certain traitement pour pouvoir amener à certaines choses, que ce soit des actions, que ce soit des décisions. Et tout ceci s'effectue dans le domaine de l'informatique. L'intelligence, on peut la définir de plein de manières différentes. Les spécialistes ne sont pas tout à fait d'accord. On peut considérer ça comme la faculté de comprendre, de découvrir des relations de causalité, d'identité, etc. entre les faits et les choses. On peut aussi considérer l'intelligence comme une aptitude à comprendre facilement, à agir discernement, c'est-à-dire que l'intelligence va être un niveau d'intelligence. On aura certaines plus grandes facultés, facilités à comprendre que d'autres. Ou alors, c'est la capacité ou le fait de comprendre une chose particulière. On va parler de l'intelligence des affaires, par exemple. Une notion qui va découler, ça va être la notion de spécialisation au niveau de l'intelligence. Et donc, quand on va parler de l'intelligence artificielle, ces notions d'intelligence vont intervenir. L'intelligence, c'est avant tout une discipline scientifique dont l'objectif va être la simulation par une machine vue dans un sens large, que ce soit un ordinateur, un supercalculateur ou un téléphone portable, simulation par la machine de processus de la pensée. Et donc l'IA se propose d'imiter sur machine des comportements qui, si on les rencontre, sont qualifiés d'intelligents. Donc comportement cognitif, comportement de prise de décision ou de perception. Donc en fait, aux trois bouts, on va dire, du traitement de l'information qui est effectué dans le vivant, récupérer l'information, traiter l'information, les processus cognitifs, et arriver au final à de la décision, à de l'action, etc.
par métonymie, c'est-à-dire que quand on fait par déplacement sémantique, on va parler d'intelligence artificielle, non pas simplement pour la discipline, mais pour ce qui est produit par cette discipline. Et la production de l'intelligence artificielle, ça va être quoi? Ça va être les algorithmes, les codes, des fonctionnalités logicielles ou des applications informatiques. Et donc, c'est devenu un petit peu un cliché de parler d'une intelligence artificielle pour désigner un programme qui effectue un certain nombre de choses de manière, on va dire, plus ou moins autonome. Et l'hypothèse qui est la suivante, c'est-à-dire que si on va considérer l'intelligence comme une adaptation à son environnement, l'intelligence artificielle va en découler en étant le traitement de l'information adapté à un but et orienté vers un but. Donc il y a une fonction qui est derrière l'intelligence artificielle et qui va être le traitement, mais adapté, c'est-à-dire faire au mieux le fait de remplir une certaine fonction et orienté vers ce but. Alors, au niveau de l'historique de l'intelligence artificielle, je vais avoir tout un ensemble de diapositives, mais avec tout un ensemble de dates et d'événements, mais je ne vais parler que de quelques éléments parmi ces derniers. Parce que concrètement, on va remonter très très loin, puisque depuis l'aube de l'humanité, l'homme essaye de donner un sens à ce qu'il interroge, enfin à ce qui l'entoure. Il s'interroge sur le monde, la nature, les autres, lui-même. Et en particulier lui-même, puisque l'intelligence artificielle va être un moyen de modéliser la manière dont se passent les processus de pensée. Donc c'est quand même quelque chose de tout à fait spécifique. Donc le but du jeu, ça va être de simuler, d'imiter des choses qui existent dans la nature, et l'être humain faisant partie de la nature, eh ben, il se pose des questions sur lui-même. Le fait de réaliser de pouvoir répondre, eh ben, on va appliquer, soit on va inventer des choses, donc tous les mythes, tout ça va permettre de fournir des explications, mais aussi la science va fournir des systèmes permettant de comprendre un certain nombre de choses. Donc, ce qui se passe dans l'histoire de l'intelligence artificielle, c'est que c'est une histoire à la fois de l'évolution des techniques, mais de l'évolution aussi de toutes les pensées que l'être humain va avoir sur la manière dont on peut modéliser les processus et les questions portant sur la nature de l'esprit. Alors, dès l'Antiquité, on rencontre des notions dans l'ancienne Égypte d'esprit dans la machine, avec des machines, enfin des statues de dieux qui sont dotées d'esprit, qui en fait étaient simplement des machines dans lesquelles se trouvaient des prêtres. Et puis on a des automates, très longtemps avant Jésus-Christ, dès le Xe siècle avant Jésus-Christ, en Chine, des mythes qui existent sur des éléments artificiels qui viennent aider des dieux. Donc il y a tout un ensemble de notions de pensée sur ce domaine-là. En 1750 avant Jésus-Christ, on trouve les plus anciennes traces d'écriture avec des algorithmes. Et donc, voilà, au Moyen-Âge, il y a un certain nombre de choses. La notion d'algorithme en tant que telle vient du persan Mohamed ibn Moussa al-Khwarizmi, donc de son nom très mal prononcé, vient le terme algèbre, algorithme. Et enfin, algèbre, ça vient de aljabre, arabe. Et algorithme vient du nom de cette personne qui avait traduit un certain nombre de textes indiens portant sur des mathématiques et des textes de la Grèce antique. Et notamment, c'était le premier traité qui permettait de résoudre les équations du premier et du second degré. Donc après, vous aviez tout un certain nombre de pensées, et puis on retrouve des philosophes et savants, dans le terme on va dire de l'époque, tels que Leibniz, Hobbes ou Descartes, qui pensent que la raison n'est que calcul, et que donc il y a un moyen de traduire sous une forme logique, sous une forme mathématique, les processus de raisonnement. Donc il y a la première machine à calculer, etc. On a des systèmes qui permettent d'imaginer tout un ensemble de moyens matériels de résoudre, de modéliser la façon dont se fait le traitement de l'information pour donner quelque chose d'intelligent. Vous avez
au début du XXe siècle, des compagnies qui se mettent en place, qui traitent des données. Le terme robot qui apparaît, mais je laisserai Amélie parler plus amplement de ce sujet-là. Voilà, donc tout un ensemble de systèmes qui se mettent en place, des ordinateurs qui commencent à apparaître, et au début des années 40, il y a le domaine qu'on appelle la cybernétique, qui a refait un petit peu son apparition avec Internet et l'esprit cyberpunk, où on a la notion de machine programmable, de traitement automatisé de l'information, avec la notion de machine de Turing, c'est-à-dire un système sur lequel on va pouvoir effectuer des calculs, des traitements de l'information. Et donc l'idée, c'est de pouvoir mettre en place un mélange entre des programmes et des données, c'est-à-dire qu'un système qui va pouvoir se modifier lui-même pour pouvoir améliorer ses réponses. Voilà, donc avec des constructions de systèmes, d'ordinateurs, etc. Début de la cybernétique, la notion de neurones formels, les débuts de ce qui allait devenir l'esprit de documents hypertextes. Et en 50, vous avez Alan Turing, un mathématicien anglais, qui présente un jeu qui s'appelle le jeu de l'imitation, qui va devenir célèbre parce que c'est le fameux test de Turing. C'est-à-dire que si un être humain ne sait pas décider si en face de lui il y a un autre être humain ou une machine qui donne des réponses, tout se faisant à partir d'un dialogue avec un clavier et un écran, eh ben, la machine qui donne les réponses et qui est capable de tromper le sujet qui est en train de dialoguer avec cette machine, cette machine-là va être qualifiée d'intelligente. Donc c'est un problème qui est un petit peu simplifié, mais en fait qui n'est une hypothèse que l'on peut critiquer, mais au moins c'était la première fois qu'était proposée une démarche expérimentale pour essayer de comprendre comment fonctionne, comment on peut dire qu'une machine peut être considérée comme étant intelligente. Voilà, donc après vous avez tout un ensemble d'éléments qui apparaissent. Le terme intelligence artificielle fait son apparition en 1956 lors d'une conférence avec John McCarthy. Et voilà, et donc dans les années 50, on place plein d'espoir sur cette intelligence artificielle. L'ordinateur est tout frais, tout récent, hein, et on se dit, c'est merveilleux, on va pouvoir faire des choses extraordinaires. On se dit qu'on va être capable d'apprendre, de faire en sorte d'avoir des machines qui vont pouvoir traduire automatiquement les langues. On va être capable de remporter le test de Turing, etc. Et dans les années 70, on se rend compte que déjà, il y a au niveau mathématique des choses qu'on ne peut pas apprendre théoriquement. Et puis, on se rend compte que tous les résultats qu'on avait placés dans les années 50 ou 60, très vite se sont soldés par des échecs. Et donc, on se dit clairement que tous les espoirs qui étaient placés depuis les années 50-60, finalement, c'était une grande désillusion. Mais dans les années 80, il y a ce qu'on appelle plusieurs domaines, le domaine des systèmes experts et le domaine de connexionnisme qui font leur retour ou leur apparition pour les systèmes experts. Et là, clairement, on arrive à modéliser l'esprit humain sur certains aspects et on arrive à des choses assez intéressantes. Puis à nouveau, il y a un déclin en considérant que les approches de type système expert ne marchent pas très bien. Et puis, malgré tout, fin des années 90, on commence à se dire que ça y est, il y a des choses qui marchent correctement. À l'époque, on avait le jeu d'échecs qui était un petit peu le test ultime. Si une machine était capable de battre le meilleur joueur d'échecs humain, eh bien, ça y est, on avait une machine qui était capable d'intelligence artificielle. En fait, c'était une machine qui était très forte pour pouvoir calculer à l'avance les nombres de coups qui allaient être joués, plus fort que le champion du monde de l'époque qui était Garry Kasparov. Mais ça ne voulait pas pour autant dire qu'on avait réellement une intelligence artificielle, ou en tout cas, ça obéissait à une certaine définition de l'intelligence artificielle. C'était simplement une machine très très forte, très très puissante en termes de calcul. Et puis, dans les années 2000, vous avez l'apparition
enfin le web qui fait vraiment son apparition, des grandes données qui apparaissent, et vous avez des sociétés comme Google qui se mettent en place. Vous avez des grandes compétitions, comme la compétition Jeopardy, c'est un peu question pour un champion mais à l'envers, qui est remportée par le système Watson créé par IBM face au plus grand champion humain. Et puis en 2012, dans une compétition de reconnaissance de forme sur des images, eh bien, alors que depuis des années, on stagnait à un taux d'erreur de 25%, eh bien, il y a une équipe qui arrive à baisser ça, mais drastiquement, à 16% d'erreur. Et puis, ce qu'ils proposent, c'est une méthode complètement nouvelle, qui s'appelle la méthode des réseaux de neurones profonds. Les gens qui ont réussi à gagner cette compétition venaient de l'université de Toronto, et puis ils ont été récupérés peu à peu par les grands groupes, Google, Facebook, Baidu, etc. En octobre 2015, vous avez le système de Google qui s'appelle AlphaGo, de Google DeepMind, qui réussit à battre le champion européen de Go. Et l'année d'après, vous avez le champion mondial qui est battu par ce même système. Et donc, alors qu'on se disait, OK, le jeu d'échecs, il y a une grande capacité, des grandes possibilités, mais bon, qu'un ordinateur y arrive, à la limite, pourquoi pas, alors que le jeu de Go, mais il y avait bien plus de combinaisons. On se disait, mais c'est complètement impossible. Il faut vraiment attendre des années avant qu'on puisse vraiment arriver à ce genre de calcul. Et en fait, non, on a réussi bien plus tôt que cela à remporter des compétitions face aux meilleurs joueurs humains. Le principe d'AlphaGo, c'était assez intéressant, c'est que ce qui se passait, c'est que le système faisait on avait des modèles, et le programme apprenait face à des joueurs humains, mais aussi en faisant des copies de lui-même, et on prenait comme ça, on faisait différents programmes qui jouaient l'un contre l'autre, et on ne gardait que les meilleurs, et les meilleurs entre eux, on les faisait jouer, et ainsi de suite, et ils changeaient un petit peu les paramètres pour devenir de plus en plus bons au jeu de Go. Et puis, fin des années 2010, à partir de 2015, vous avez une lettre ouverte sur l'intelligence artificielle, signée par un certain nombre de scientifiques, comme Stephen Hawking, mais aussi des experts en intelligence artificielle ou des entrepreneurs, qui s'inquiètent de l'intelligence superhumaine et qui veulent que l'intelligence artificielle soit bénéfique pour la société. En France, ça ira un peu plus tard, on s'est posé à ces questions et il y a eu des auditions publiques au Sénat qui ont abouti un peu plus tard au rapport Villani, dont le titre est « Donner un sens à l'intelligence artificielle ». Et puis, donc, dans ces années-là, on cherche un petit peu à taxer quand même, enfin, à se questionner sur ces grands groupes que sont les plateformes numériques. On met en place une notion de taxe Google. Et puis, cette entreprise qui est Google arrive à la suprématie quantique, c'est-à-dire qu'ils arrivent à mettre en place des ordinateurs capables de casser des problèmes qui n'étaient pas, qu'on ne pouvait pas résoudre avec des approches classiques. Et puis d'autres problèmes tels que prédire la structure tridimensionnelle de protéines, qui était un problème très important en biologie sur lequel on butait, et bien en décembre 2012, au-delà de 90% de succès sur ce type de modèle. Voilà, alors quelques approches de l'intelligence artificielle. On dit classiquement l'intelligence artificielle en 4 grands domaines. Des systèmes qui pensent comme des humains, qui pensent rationnellement, qui agissent comme des humains ou qui agissent rationnellement. Et ce qui est considéré comme étant l'intelligence artificielle forte, c'est-à-dire l'intelligence artificielle qui cherche à copier la manière dont font les êtres humains pour penser, eh bien c'est une approche qui est moins mise en avant à l'heure actuelle, ou en tout cas ce qui se passe, c'est qu'on a l'intelligence artificielle faible. On fait en sorte d'avoir des systèmes qui agissent rationnellement. Et à ce moment-là, ces systèmes d'intelligence artificielle qu'on appelle d'intelligence artificielle faible vont marcher. C'est-à-dire que ce n'est pas des systèmes qui copient la manière dont l'être humain pense. On utilise certaines astuces d'ingénierie et on arrive à des situations assez puissantes. Alors, quelques techniques d'intelligence artificielle. Donc, on est passé du domaine, on va dire, théorique au domaine pratique. Et l'objectif de l'intelligence artificielle, c'est donc de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence.
Et donc il y a plein de disciplines qui vont être, issues du domaine de l'intelligence artificielle, plein de terrains et d'applications, plein de fonctionnalités, par exemple le dialogue entre l'homme et la machine, dans des applications d'assistance, la reconnaissance de forme, des systèmes d'aide à la décision, même de la création artificielle, comme l'écriture automatique de partitions musicales. Tous ces éléments-là, on va pouvoir les modéliser ou les réaliser à travers des techniques d'intelligence artificielle. Alors, parmi les techniques d'intelligence artificielle, l'élément, on va dire, central qui fait que l'on parle d'intelligence artificielle à l'heure actuelle, en tout cas depuis le début des années 2010, c'est les avancées qui ont été faites dans le domaine de l'apprentissage automatique. L'apprentissage automatique, ou machine learning, ou apprentissage machine, c'est l'approche qui consiste à améliorer automatiquement les performances d'un programme à partir des informations présentées dans un ensemble d'exemples, un jeu de données. Cet ensemble d'exemples représentant un échantillon statistique d'une population plus globale. C'est pour ça qu'on parle d'apprentissage statistique. On voit des situations. Sur ces situations-là, on déduit des éléments statistiques, et ces éléments statistiques vont permettre d'améliorer le programme en tant que tel. Donc, en fonction de la tâche demandée, il y aura de l'apprentissage qu'on appelle non supervisé. Il n'y a pas de classe à apprendre, on va faire des groupes. Et l'apprentissage supervisé, c'est-à-dire qu'on sait qu'il existe des classes et on va chercher à apprendre une certaine classe. Par exemple, on a des images, on a des objets qui sont présents sur une image, et on va, à partir de ces informations-là, chercher à indiquer qu'ici, on trouve un chat, ici, on trouve un véhicule, etc., etc. Donc, l'apprentissage non supervisé, c'est le fait de pouvoir mettre ensemble des groupes qui partagent des traits communs. Par exemple, ici, si on considère la caractéristique, le fait d'être un animal terrestre ou un animal aquatique, on va avoir un certain type de regroupement. Si on considère le fait d'être un mammifère ou un reptile, on va avoir d'autres types de regroupements. Donc, en fonction des variables dont on va tenir compte, on n'aura pas les mêmes types de résultats. L'apprentissage supervisé, dans lequel on va chercher à apprendre une certaine variable, c'est des choses dont vous êtes sans doute familiers. Par exemple, les méthodes de régression, vous avez des données y en fonction de x. Si on arrive à trouver, par exemple, une droite comme ça qui va approximer les différentes croix vertes que l'on a, on va se retrouver avec un modèle de type y est égal à x plus b, et le but du jeu, ça va être de trouver les paramètres a et b de notre modèle. D'accord ? Donc ça, modèle relativement simple qu'on trouve, suffit d'avoir un jeu de données et puis d'utiliser, même avec Excel, on peut avoir ce genre de résultat. Et dans le cas où la variable à trouver, ça ne va pas être une valeur numérique, mais ça va être plutôt du oui ou du non, on va représenter nos données entre deux variables, par exemple x1 et x2, et le but du jeu, ça va être de trouver une ligne séparatrice qui va nous permettre, pour un individu inconnu représenté par la petite astérix, de dire que si elle fait partie des éléments qui sont représentés par des ronds rouges, qui sont considérés comme faux, ou des éléments qui sont représentés par des croix vertes, qui sont considérés comme vrais. Donc là, comme la ligne, par rapport à la ligne de décision, on est parmi les ronds rouges, on va décider que c'est un élément qui fait partie de la classe des faux. Voilà, on a donc aussi des modèles de type règles de décision, même principe, sauf qu'on va définir des seuils, et on va dire, à partir de là, des règles, on va déduire de là des règles, si x1 est supérieur à a et que x2 est supérieur à b, alors on va se retrouver dans la situation vraie, sinon on va se retrouver dans la situation faux. Donc là, on a une règle qui est plus facilement compréhensible par l'esprit humain que des histoires de y est égal à x plus d avec les paramètres a et b. Et donc là, on a des choses qui sont un peu plus compréhensibles. L'approche des systèmes experts, ou des systèmes à base de connaissances, c'est l'emploi de règles pour modéliser un domaine d'expertise. Et ces règles sont obtenues par l'interview d'experts. À partir d'un certain nombre d'exemples comme ça, on va pouvoir déduire, en appliquant telle ou telle règle, que l'on se retrouve dans telle ou telle situation. On a deux classes, celle représentée en rouge et celle représentée en vert, la classe 1 et la classe 2. Et en appliquant la variable x1 ou la variable x2, qui est soit vrai soit faux, 0 ou 1,
eh bien, on va pouvoir comme ça déduire des règles qui vont être du type si x2 est égal à 1, alors la classe va être la classe 2, avec tant de pourcentage d'erreur. Si la x2 est égal à 0, x1 est égal à 1 à 0, alors on déduit la classe 2 à un autre pourcentage d'erreur, etc., etc. Donc ça, c'est une approche qui permet d'avoir des règles qui sont compréhensibles. Si vous demandez à un médecin pourquoi est-ce qu'il a décidé de tel ou tel type de diagnostic, il a dit qu'il a appris son arbre décisionnel qui lui dit que si c'est une angine mais qu'on a tel ou tel paramètre, eh bien on va pouvoir déduire si c'est bactérien ou viral, par exemple. Voilà, avec des erreurs globales du modèle. Alors, donc là, quelques exemples, voilà, dans le domaine du vin, dans le domaine de la chimie, bon, ça, c'est pas très... Voilà. Et puis, d'autres approches qui cherchent à modéliser le vivant, par exemple, les neurones, la communication qui s'effectue au sein des neurones, eh bien, ça fonctionne de la manière suivante. Si on a des entrées qui sont un peu similaires à ce qu'on appelle les dendrites, qui sont donc des valeurs en 0 ou 1. Hein, dans le système nerveux, tout passe, enfin, soit le signal passe, soit le signal passe pas. D'accord ? Et il y a donc des poids de connexion représentés par ces valeurs W1, W2, etc. Si la somme de ces entrées pondérées dépasse un certain seuil, alors la sortie Y sera égale à 1, sinon ça sera égal à 0. Hein. Et en clair, ça veut dire que au niveau biologique, l'axone déclenche un potentiel d'action ou ne déclenche pas et communique comme ça ces informations à la suite. Et bien, ce modèle-là, ça a permis d'effectuer de l'apprentissage parce qu'on avait trouvé des systèmes qui permettaient de modifier ces valeurs de poids automatiquement. Dans les années 70, ça a un petit peu été abandonné parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes théoriques. Et puis, on a trouvé des algorithmes qui étaient capables d'aller au-delà de ce verrou théorique en mettant les neurones les uns à la suite des autres. On a parlé de réseaux de neurones. Et c'est des réseaux de neurones formels qui donc étaient composés comme ça, avec différentes couches cachées, des signaux d'entrée, des signaux de sortie. Et le problème, c'est qu'on ne savait pas trop comment se manifestait cette connaissance, qui était un petit peu perdue sur les différentes couches du réseau. Et puis aussi, il fallait pouvoir, à l'entrée du système, faire des pré-traitements. Par exemple, au niveau de la reconnaissance d'image, il fallait à l'avance indiquer que les différentes... que l'image soit bien centrée. Hein. Pensez à la reconnaissance des chiffres manuscrits que l'on a pour les codes postaux. Hein. Il y avait des petites cases prédéfinies, et si on mettait les informations en dehors des cases, au début, ça ne marchait pas. La lettre était obligée d'être passée par un être humain pour pouvoir être correctement identifiée. Et donc ces techniques-là ont été améliorées tout récemment, dans les années 2010, en fait, il y avait des nouveaux modèles, dont un Français, Yann Lequin, qui ont participé à la mise en place de ce nouveau modèle, avec des meilleurs algorithmes qui ont permis ça d'avoir des résultats qui ont permis réellement de gagner qualitativement de façon très importante dans les performances de reconnaissance d'image. Mais aussi, c'était associé au fait qu'on ait de meilleurs matériels, notamment les processeurs de cartes graphiques, qui ont connu une grande avancée avec toute l'industrie basée sur les consoles des jeux vidéo. Et puis aussi, grâce au web, il était possible d'avoir plein de données de qualité sur lesquelles on a pu effectuer de l'apprentissage. De la même manière, on a pu construire des représentations sémantiques de mots à partir de l'apprentissage de texte. Grâce à Wikipédia ou à des textes très structurés, on a pu faire en sorte de mettre en place des systèmes qui permettent d'apprendre des choses. Et donc, on a pu fonctionner à faire de l'algorithmique avec des représentations de vecteurs. Et donc, en prenant la représentation vectorielle du mot roi, moins la représentation vectorielle du mot homme, plus la représentation vectorielle du mot femme, on aboutissait à la représentation vectorielle du mot reine. Donc c'était vraiment très intéressant. On arrivait comme ça à faire des systèmes d'analogie. Et donc moi j'ai réutilisé ceci. La Grèce est à l'ouzo, ce que la France est... Exactement. Voilà.
Donc, on a comme ça des possibilités de faire des choses. Donc, des systèmes d'analogie. Les mots sont dans un espace multidimensionnel représentés comme ça, et on a des systèmes d'analogie pour trouver les capitales, les pluriels, les équivalents, les relations de parenté, etc., etc. Alors, au niveau de l'intelligence artificielle, quand peut-on l'utiliser? Comment et par qui? Donc là, je vous ai présenté globalement ce que l'on peut faire avec l'intelligence artificielle. Eh bien, quand est-ce qu'on peut l'utiliser? Quand se présente un besoin de réponse à une question de type « Quel élément me correspond le mieux ?» Donc, c'est ce qu'on va voir dans les systèmes de recommandation. Quelle est la musique qui me correspond le mieux? Quel est l'objet que j'ai le plus envie d'acheter? Dans les sites de rencontres, quelle est la partenaire qui me correspond le mieux, et ainsi de suite. Grâce à l'intelligence artificielle, on a comme ça des possibilités de faire du matching en cherchant à personnaliser, en ayant des informations sur des individus. On arrive comme ça à trouver un système d'appariement. Bon, alors de quelle forme s'agit-il? Donc là, ça va être tout ce qui va concerner la reconnaissance de forme. Au niveau de la médecine, reconnaître par exemple une tumeur qui va être sur une tâche de type radiographie. Dans le domaine de la sécurité, faire tout ce qui est reconnaissance biométrique pour identifier des individus. Dans le domaine du transport, pour le domaine des véhicules autonomes, identifier que l'on a tel ou tel type d'objet devant le véhicule pour savoir si on doit s'arrêter ou si on peut rouler dessus, etc. Et puis, quand cette question concerne aussi des raisonnements difficiles, ou alors il va y avoir tout un ensemble de calculs complexes qui vont être effectués pour pouvoir apporter une décision ou une aide à la décision. Ou alors, dès qu'un système artificiel peut ou doit remplacer l'humain, et là, ça va être plutôt le domaine des systèmes robotisés, et c'est Amélie qui va vous en parler. Aussi, comment va-t-on utiliser ces systèmes? À travers des systèmes artificiels qui vont s'améliorer sans cesse, d'où l'importance de l'apprentissage automatique. Et par qui? Par les entreprises qui sont capables de collecter des tas de données et qui vont permettre de travailler sur des systèmes qui vont chercher à apprendre le mieux les relations entre l'offre et la demande, en particulier. Et donc, on va avoir toutes les entreprises de type qui vont pouvoir collecter des big data. Donc, les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, les Natou, et donc Netflix, Airbnb, Tesla, Uber, les BATX, leur équivalent chinois, Baidu, Alibaba, etc. Ou des entreprises de type plateforme numérique, c'est-à-dire des entreprises qui proposent sur le web la possibilité de faire interagir des individus, une offre et une demande. Donc on va avoir comme ça des entreprises disruptives, Netflix par rapport aux chaînes de télévision, Airbnb par rapport aux chaînes d'hôtellerie traditionnelles, Tesla par rapport aux constructeurs traditionnels, Uber par rapport aux taxis traditionnels, Blablacar par rapport à la SNCF. Et donc ici, l'intelligence artificielle va intervenir à la fois pour le domaine de tout ce qui concerne les systèmes de recommandation, mais aussi tout ce qui concerne l'aide à la conduite. Donc pour le cas de Uber et Tesla, Uber, même si vous avez des chauffeurs à l'heure actuelle, ce que fait l'entreprise Uber, c'est quand même collecter les informations afin de pouvoir passer sur les véhicules autonomes et remplacer les chauffeurs par des systèmes automatisés à la location. Donc tout le monde peut finir par se faire ubériser, se réveiller soudainement et découvrir que son activité historique a disparu, et ceci peut se produire de plus en plus et dans de plus en plus de secteurs. Voilà, donc juste pour conclure, quelques éléments, une ouverture sur les aspects éthiques. Donc du double usage de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle permet de traiter des tas de données bien plus rapidement et plus souvent, plus efficacement que l'être humain. Ça amène de grands bouleversements dans tous les secteurs professionnels. On va se retrouver donc dans le domaine de la révolution numérique avec des éléments de disruption. Il faut considérer l'intelligence artificielle comme un outil à mettre à son service et ne pas laisser l'intelligence artificielle au seul géant du numérique. L'idée de base derrière tout ça, c'est que les données sont le pétrole permettant d'alimenter les intelligences artificielles. Pour les Américains, les données sont la propriété des entreprises qui les collectent à des fins commerciales. Donc, quand vous utilisez Google, Facebook, vous signez, vous êtes obligé de le faire pour les conditions générales d'utilisation, vous signez le fait que les données vont être utilisées à des fins commerciales.
Donc ils savent, ils récupèrent toutes les données sur vous pour les utiliser, pour vous proposer de meilleurs services, etc. Mais évidemment, ils font leur argent là-dessus. Pour la Chine, les données permettent de contrôler les citoyens, avec ce qu'on appelle le crédit social, le système de crédit social. Mais d'un autre côté, évidemment, ça va permettre aussi de contrôler complètement les citoyens, et notamment ceux qui ne sont pas exactement dans la ligne du parti. Et pour la France et l'Union européenne, les données sont des denrées à protéger, avec la mise en place du règlement général de protection des données. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Je vais passer la parole à Émilie. Alors, juste quelques références. Voilà, à quoi rêvent les algorithmes. Voilà. À la fin. On posera la question. Voilà. Voilà. Et puis des chaînes YouTube qui sont intéressantes sur l'intelligence artificielle, qui sont Sciences étonnantes et Sciences for All. Voilà. Je te laisse. Ça vous fait 2 secondes de pause pour reprendre votre souffle et vous aussi. Hop là. Pourquoi il veut pas le... Non, tu vois, il le... Bon, pas très grave. Si, quand même. C'est moche. Je voudrais le plein écran. C'est peut-être un lecteur PDF sans plein écran. Hein. Bon. Pardon ? Alors, le mode lecture, c'est ce mode-là. Voilà. Ah, si, là. Ah ben non, pas plus. Bon, je croyais avoir l'air intelligent, mais c'est raté. Bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est que des images. Alors, elles seront juste un petit peu plus petites. Donc, moi, je vais vous parler de robotique. Je vais prendre mon téléphone pour qu'on soit à peu près dans le timing. Et pourquoi je vais vous parler de robotique ? Tout simplement parce que la robotique, c'est l'incarnation, dans des objets physiques, de l'intelligence artificielle. Fabrice vous a beaucoup parlé d'intelligence artificielle au sens algorithme, programme, code. Et c'est vrai que quand on y pense, la majorité des exemples que tu as donnés, c'est des exemples qui restent coincés derrière un écran. On joue à des jeux, on fait des systèmes de recommandation, on transforme ta tête en la Reine des Neiges, ce genre de choses, mais c'est toujours derrière un ordi ou derrière l'écran de son téléphone portable. Et en fait, évidemment, l'ambition des humains, aussi modeste soit-on, c'est de faire des machines un petit peu plus compliquées, donc souvent des robots. Donc c'est pour ça que je vais vous parler de ça. Donc je vais reprendre l'histoire que vous a présentée Fabrice, c'était hyper dense et je ne vais rien vous dire de plus. Je vais juste essayer de mettre 2-3 éléments en contexte. Tu as beaucoup parlé de l'histoire de la pensée algorithmique, de la pensée logique, du raisonnement. C'est très important. Moi, je suis d'accord avec toi. Tu vois, je date le début de l'histoire de l'intelligence artificielle à loin dans le passé. Ce que j'aimerais dans cette histoire, c'est vous montrer que cette réflexion sur la pensée, donc le côté immatériel, elle est associée à une réflexion sur les objets. En fait, tu as parlé du Turk numérique, enfin Mechanical Turk, pardon, mécanique, pas numérique, j'anticipe sur Amazon et tout ça. En fait, on a souvent fait des machines, des automates, qui non seulement ont un objectif d'avoir une action physique sur le monde, mais qui aussi encapsulent une forme d'intelligence dans le raisonnement que ces automates font. Donc là, je vous ai remis une petite timeline, une petite ligne de temps, depuis l'Antiquité, où on voit sur cette image, alors vous êtes peut-être un peu loin, mais on voit bien sur cette image que les Égyptiens déjà avaient des iMac posés sur leur bureau. Je ne sais pas si c'est les détails, non, c'est une blague, mais voilà. Mais toujours est-il que les Égyptiens avaient, dans leur rite funéraire, des automates qui mettaient devant certains tombeaux pour faire des tests à l'entrée, pour savoir si on pouvait rentrer dans le tombeau ou pas. Donc voilà, je vous ai remis pas mal d'éléments qui sont à la fois l'histoire de l'automatisation,
et ça on va en parler, et l'histoire de l'intelligence artificielle, qui pour moi sont deux histoires parfaitement intriquées. Alors, parmi tous les exemples que tu as donnés, hein, on retrouve évidemment le Mechanical Turk, qui était une vaste escroquerie. C'était un automate qui était supposé jouer aux échecs et qui a fait fureur à son époque, donc en 1700 et des bananes, parce qu'il battait tous les champions d'échecs de toutes les cours royales d'Europe. En fait, c'était juste une boîte avec un faux fond et une personne dedans qui jouait à l'inverse avec un système d'aimant. On retrouve aussi le canard de Vaucanson. Alors le canard de Vaucanson, c'est important, c'est une machine. Vaucanson est un homme illustre de la région d'ailleurs, qui a écrit beaucoup de choses, dont des choses peu recommandables. Et il a beaucoup écrit sur le raisonnement, et donc il prétendait que l'être humain n'était qu'une machine et que la seule raison pour laquelle on n'arrivait pas à reproduire des humains, c'est tout simplement parce qu'on n'avait pas des engrenages assez petits. Et donc il a essayé de reproduire un autre être vivant, en l'occurrence un canard, pour démontrer sa théorie de l'homme rationnel et reproductible. Donc il était très fier de lui, parce que le canard, on pouvait lui donner à manger, puis il faisait caca, il disait bah, « vous voyez, c'est un canard normal, hein, comme tous les autres canards ». Voilà, donc après on retrouve le métier jacquard, certains considèrent comme l'ancêtre de l'ordinateur, la machine de Babbage, qui est le premier ordinateur programmable, destiné à faire du calcul différentiel, et programmé par une femme. Donc le premier programmeur est une programmeuse, c'est un peu après dans l'histoire que ça a commencé à merder, mais cette femme s'appelle Ada Lovelace. Okay. Et donc pour arriver à 2012, où Fabrice vous en a parlé tout à l'heure, le début du deep learning et notre capacité à reconnaître des chats dans des images YouTube. Alors là pour le coup on s'éloigne de la robotique, mais tu l'as mentionné aussi, je voulais le redire, c'est important pour le reste de ce que je vais vous raconter. Quand on fait un zoom sur l'histoire de la robotique et de l'intelligence artificielle entre 1950 et aujourd'hui, c'est là que sont passées la majorité des évolutions technologiques évidemment, on se rend compte que finalement cette histoire des accélérations technologiques est très corrélée à l'avènement du web. Internet d'une part et le web. Pourquoi? C'est exactement les questions éthiques que tu as posées à la fin. C'est parce que Internet et le web, c'est le début de la production de données en masse, à la fois par les individus, mais aussi par les sociétés, et la mise à disposition, de manière monétisée ou pas d'ailleurs, de ces données, à destination de l'alimentation d'algorithmes d'intelligence artificielle. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas notre propos là aujourd'hui, mais je voulais que vous ayez ces deux lignes de temps sous les yeux, pour que vous compreniez que les progrès qu'on a fait en intelligence artificielle sont corrélés d'une manière ou d'une autre au progrès, au développement d'Internet et donc du web. Voilà, mais tout ça, c'est tout ce que Fabrice vous a expliqué juste avant. Alors moi, je vais vous parler un peu de robotique. Donc en général, quand je fais... Alors là, j'ai triché parce que je vous ai montré la photo avant, mais en général, quand je dis, bon, je vais vous parler de robotique, je vous demande de penser à un robot dans votre tête. Et 90% des gens me sortent un robot qui ressemble à ça quand je leur demande à quoi ils ont pensé. Donc les plus fréquents, c'est Terminator et compagnie. Alors de temps en temps, avec les jeunes générations, j'ai aussi du Wall-E. C'est vrai que Wall-E, c'est un petit peu plus mignon. Mais bon, globalement, quand on pense à un robot comme ça, si je vous croise dans la rue et je vous dis « Ah, pensez à un robot, à quoi il ressemble ?» Vous allez me sortir un robot comme ça. Pourquoi? Parce que vous êtes des êtres humains normalement constitués, vous avez beaucoup lu ou regardé la télé, et donc vous avez été façonnés par la science-fiction essentiellement, et que dans nos sociétés occidentales, la science-fiction est rarement, positive à l'égard des robots. Quand il y a des robots dans une histoire, ça se passe rarement bien pour les humains à la fin. Je prends Matrix, Terminator, voilà. Alors c'est en train de changer. Je dis ça, c'était très vrai il y a 10-15 ans. C'est en train de changer. On a de plus en plus de films de super-héros où les robots sont les amis des humains. C'est notre influence positive qui nous vient de l'Orient et en particulier du Japon. Mais bon, voilà, globalement, on pense souvent à ça. Donc on pense à des robots qui sont métalliques, gris, moches, avec des yeux rouges qui font peur et qui lancent des lasers. Ils sont souvent humanoïdes. Ils sont souvent armés. Voilà, c'est important. Et oui, et souvent, ce n'est pas les copains des humains, mais ça, comme je vous ai dit, c'est en train de changer. Alors qu'en pratique, les robots qu'on produit industriellement, qu'on commercialise, qu'on vend, c'est pas ça du tout. Okay, on va voir ça par la suite. Mais je voulais juste
commencer par cette petite introduction. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un robot? C'est une bonne question. C'est à peu près aussi difficile à définir que l'intelligence artificielle. Tout le monde n'est pas d'accord, y compris dans la communauté scientifique de la robotique. Hein, ça, c'est important à savoir. Donc le terme robot, Fabrice vous l'a dit, ça provient d'une pièce qui s'appelle RUR, pour Rossum Universal Robots, de Karel Čapek, qui a été publiée en 1920, selon mes sources. Toi, tu dis 1921. Ça faisait 100 ans l'année dernière. Et donc cette pièce, c'est assez marrant parce que donc, Čapek décrit une société dans laquelle les humains ont réussi à faire des clones d'humains, donc des clones au sens biologique, mais du coup les humains clonés n'ont pas de conscience et deviennent les esclaves de l'humanité entre guillemets normale. Et en fait, roboto en tchèque, ça veut dire esclave. Donc le terme robot provient de là. Et le terme est resté, alors que la nature biologique des clones façon Čapek, ça a disparu et maintenant on fait des robots mécaniques et électroniques. Alors souvent on dit que pour qu'un robot soit un robot, il faut qu'il ait les 3 composants suivants: des capteurs pour percevoir le monde, des actionneurs pour pouvoir interagir sur ce monde, et puis un cerveau, on appelle ça processeur ici sur le schéma, c'est-à-dire un composant qui, d'une manière ou d'une autre, est capable de prendre des décisions en fonction des données qui proviennent du capteur et de mener une action grâce à ces actionneurs. Alors vous allez voir que c'est une définition qui n'est encore pas assez stricte pour faire un robot, parce que à ce compte-là, une porte automatique coulissante, c'est un robot. Pourquoi? Parce qu'il y a un capteur qui voit s'il y a un humain ou pas, il y a un actionneur qui déplace la porte, et puis évidemment, il y a un organe de décision qui dit s'il y a un humain, alors je déplace la porte. C'est plutôt un automate, mais bon, voilà. Donc, en général, on insiste sur le fait que le processeur doit exhiber une forme d'intelligence, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une partie de raisonnement, pas juste une règle si, alors, sinon, mais un truc un peu plus compliqué pour mériter le terme robot. Enfin bon, comme toute définition, c'est hyper compliqué de l'ancrer dans la réalité. Alors les vrais robots dont on parle, vous allez voir qu'ils sont de tous ordres. Il y a des robots très très simples et pas chers que tout le monde peut se procurer, puis il y a des robots qui sont des merveilles de technologie, à la fois d'intelligence artificielle, de mécatronique, mais qui évidemment ne font pas dans nos moyens, hein, même si on s'y met tous en faisant une petite cagnotte. Alors les robots les plus classiques, c'est les robots industriels qui sont en général des bras articulés, qui sont programmés pour faire une tâche et une seule. Typiquement peindre la portière de votre voiture, ou là par exemple prendre des composants sur un tapis roulant pour les déposer sur un autre tapis roulant, ça vous avez tous vu. Et puis ça va jusqu'aux robots vachement plus compliqués comme Curiosity ou d'autres robots qui sont dédiés par exemple à l'exploration extraplanétaire, donc on voit ici. Donc, je crois bien que c'est Curiosity celui-là. Alors les robots, ils ont aussi plusieurs, on va dire, degrés d'autonomie. Il y a les robots qui sont entièrement autonomes, c'est-à-dire qui font leurs tâches, leur job de robot sans que les humains s'en préoccupent. On les a programmés une fois, puis après on les libère dans la nature et ils se débrouillent. Donc ça, typiquement, c'est le cas des bras articulés en usine. Alors on devient de plus en plus doué à faire des robots faciles à programmer, mais enfin dans tous les cas, hein, quand il y a un bras articulé qui fait une tâche comme peindre une portière de voiture, il faut bien qu'il y ait un ingénieur qui ait programmé la tâche dans le robot, ou qu'il l'ait démontré d'une manière ou d'une autre. Donc ça, c'est la première catégorie de robots. Il y a une deuxième catégorie qui sont les robots qui sont contrôlés par les humains, qui sont pilotés. Alors là, typiquement, en haut à gauche, je vous ai mis un exemple en robot de chirurgie. Alors celui-ci s'appelle le Léonard de Vinci. C'est un robot que vous pilotez comme si vous étiez dans un jeu vidéo en tant qu'expert chirurgien. Et le robot, lui, va effectuer les actions, donc c'est tout simplement une télécommande, il va effectuer les actions à votre place. Seul avantage, c'est qu'on peut rajouter entre l'humain et la machine une légère couche d'intelligence artificielle qui va amener des fonctionnalités supplémentaires. Alors ici, la première fonctionnalité, c'est que vous pouvez opérer à distance, ce qui est plutôt pas mal pour plein de raisons, en particulier en cette période de crise. Mais l'autre intérêt, c'est que par exemple, le robot va pouvoir typiquement gérer les micro-vibrations que vous pourriez avoir en tant qu'expert, ou
Je sais pas, vous êtes chirurgien, soudainement pendant l'opération, vous avez envie d'éternuer. Bon, bah, si vous avez un mouvement brusque, le robot ne va pas le reproduire, ce qui va détecter que c'est une anomalie. Donc ça, c'est des robots coopératifs avec les humains. Et puis, il y a une troisième catégorie de robots que je vous ai illustré avec l'image d'en bas, qui sont les robots qui fonctionnent en équipe. On appelle ça des swarms ou des flottes de robots. Et c'est très utilisé, par exemple, c'est très utilisé en logistique, typiquement. Donc ici, on a les robots de chez Amazon qui se chargent de... En fait, ils viennent se glisser sous des étagères entières de matériel et ils vont soulever les étagères et les déplacer dans l'usine pour approcher les robots des humains, et plutôt que l'inverse. Voilà, voilà. Donc ça, c'est les robots qu'aujourd'hui, on utilise d'un point de vue industriel. Alors, il y a une autre catégorie de robots que j'aime beaucoup, parce que j'ai travaillé dans ce domaine pendant plusieurs années, qu'on appelle les robots sociaux. Alors, les robots sociaux, c'est pas facile à définir. Moi, je dis que c'est des robots qui font rien, mais qui le font bien. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est des robots qui ne vont pas être capables, par exemple, de vous apporter une bouteille d'eau ou de vous aider à vous lever si vous êtes une personne âgée en maison de retraite. Par contre, ils vont avoir une vocation à vous divertir par la communication, par l'interaction. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'applications des robots sociaux, parce que vous allez le voir dans la suite de ma présentation, on n'est pas encore arrivé à un état de maturité technologique qui permet de produire en masse des robots ayant des fonctionnalités de communication avancées. Donc, il y a plein d'expérimentations super, il y a plein de R&D sur le sujet, il y a plein d'applications en médecine, en éducation, en santé, particulièrement en santé mentale, en accompagnement des personnes âgées. Mais ces expérimentations, elles restent souvent cantonnées à l'état de la recherche, parce qu'il y a énormément de barrières à franchir, en particulier des barrières technologiques et des barrières financières, pour qu'on puisse en faire un usage comme un robot dans une usine, par exemple. Bon, ça c'est encore des exemples de robots super connus et des grands constructeurs. Alors, les robots sociaux, j'en fais 2 minutes de pub quand même, parce que c'est important. Celui que vous connaissez peut-être le plus, c'est Pepper, qui est au milieu. Alors pourquoi on le connaît? Parce qu'on l'a vu partout, à la télé, dans les pubs, et pendant un temps, il y en avait un à la Pardieu. Donc c'est des robots qui sont... Alors pour la petite histoire, parce que c'est important quand même de faire un petit coup de cocorico de temps en temps. Tout à l'heure, je vous ai montré Nao, le petit robot qui essayait de danser là sur mon slide. Nao, c'est un robot qui a été fait par la société Aldébaran, qui est une société parisienne, fondée par Bruno Mésionnier et d'autres gens, qui a maintenant plus de 15 ans. Et en fait, Pepper, celui-ci, c'est le grand frère de Nao, enfin le petit, puisqu'il est né après, qui a été toujours fait à Paris, conçu et réalisé à Paris en R&D, mais à une époque où Aldébaran a été racheté par les Japonais, qui s'appelle SoftBank. Donc SoftBank, c'est le numéro 1 des télécommunications au Japon, qui a créé pour l'occasion une division qui s'appelle SoftBank Robotics. Donc il y a énormément d'applications avec Pepper, et je le connais très bien parce que j'ai travaillé avec lui pendant 3 ans. Le problème de ce robot, c'est qu'il n'est pas fiable, on va voir après pourquoi. Il n'est pas robuste, il n'a pas beaucoup de batterie, il n'est pas stable, et donc tout ce qu'on peut faire de génial avec lui marche bien en laboratoire, et dès qu'on le plonge dans la vie réelle, en fait on passe plus de temps à faire de la maintenance qu'à s'en servir en vrai. C'est un petit peu comme si vous preniez un mauvais stagiaire pour vous aider dans votre boulot. Vous passez plus de temps à vous occuper de votre mauvais stagiaire qu'à faire le boulot à sa place. Voilà, c'est la même idée. Pepper, c'est un mauvais stagiaire. Alors, il y a eu d'autres robots qui se sont inspirés de Pepper et qui ont bien compris qu'essayer de tout faire, c'était pas une bonne idée du tout, parce que du coup, on n'y arrivait pas bien, et qu'il valait mieux se concentrer sur une tâche ou deux, mais les faire à fond. Et donc, par exemple, à gauche, il y a un robot qui a été fait à Lyon qui s'appelle Easy. Alors malheureusement, c'était une boîte basée à Bel Air, donc ils ont pris feu en octobre il y a 2 ans et l'aventure s'est arrêtée, mais c'était un super robot qui faisait un truc, c'est l'information du grand public dans les espaces avec de la foule. Pas de vocal, juste un écran, un robot sympa qui fait des petits bruits marrants, ça marchait d'enfer. Et puis, donc, un exemple typique de la robotique, c'est bien quand on sait pourquoi on le conçoit et qu'on dédie sa conception à la tâche. Et l'autre exemple qui est très 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 connu, qui a un succès fou aux États-Unis et qui commence à s'exporter en France, celui de droite, c'est le robot qui s'appelle Relay.
C'est une espèce de poubelle roulante et en fait c'est un robot de livraison indoor. Donc ça marche bien dans les hôtels, dans les hôpitaux, donc tous les lieux où il n'y a pas d'escalier, des grands couloirs et des ascenseurs. Et le principe de ce robot, c'est qu'en fait il est capable de naviguer en intérieur et donc de délivrer ce que vous avez commandé. Donc les deux cas d'utilisation classiques, c'est vous êtes dans votre chambre d'hôtel, room service, vous avez besoin d'un café et un sneakers, le robot vous l'apporte. Mais le vrai use case qui marche très très bien, c'est vous êtes infirmière, vous êtes en train de faire, ou infirmier d'ailleurs, vous êtes en train de faire les tournées dans les chambres des patients et vous avez besoin de refaire votre stock de médicaments pour continuer votre tournée. Plutôt que d'aller à la pharmacie qui est à l'autre bout de l'hôpital, puis de revenir reprendre votre tournée, vous faites vos commandes et c'est le robot qui vous les apporte. Gain de temps, fonctionnalité, et puis ça s'intègre bien aux activités. D'autres types de robots, on n'y pense pas spontanément quand on parle de robots, mais tout ce qui est véhicule autonome, ce sont des robots, au sens propre de la définition, et c'est des robots qui se popularisent de plus en plus, en particulier sur des terrains fermés, c'est-à-dire là où on peut minimiser les êtres humains qui se baladent ou qui conduisent. En fait, aujourd'hui, il est démontré que les véhicules autonomes, en particulier Waymo et compagnie, qui sont les leaders du véhicule autonome, peuvent rouler en environnement urbain avec un taux d'accident qui est bien inférieur à ce que font les humains. Mais les accidents arrivent seulement quand il y a un humain impliqué dans la boucle. En fait, c'est l'imprévisibilité de l'environnement qui rend ces robots si peu fiables, bien qu'ils soient quand même plus fiables que les humains. Mais alors par contre, dès que vous pouvez avoir un environnement fermé, typiquement, je sais pas, il y a des exemples à Saclay sur l'usine Renault qui fait des hectares et des hectares et des hectares. Les voitures civiles sont interdites dans l'usine et tout se fait en navette autonome parce que comme il n'y a pas d'autres gens qui conduisent, en fait il n'y a pas de risque et ces véhicules fonctionnent parfaitement. Donc aujourd'hui, la conduite autonome, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Et comme Fabrice le disait tout à l'heure, si Uber collecte vos données de transport, c'est pas totalement innocent. Donc voilà pour vous donner un panorama des robots. Alors, on va faire un petit focus 2 secondes, et c'est vous qui allez bosser, sur les robots sociaux. Donc là, je vous ai mis un petit extrait des robots sociaux. Alors, on va commencer de la droite, je vais vous les présenter de la droite vers la gauche. Donc, il y a Nao, je vous en ai déjà parlé, Aldébaran, presque 15 ans, Pepper, Aldébaran qui est devenu SoftBank Robotics, presque 10 ans. Tiki, un robot fabriqué à Rouen, qui a 7-8 ans. Je crois qu'ils ont arrêté depuis. Ensuite, vous avez Sunbot, un robot chinois. Easy, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis l'équivalent coréen, je crois, de Easy. Donc, le petit exercice que je voudrais vous soumettre, c'est regardez ces robots et dites-moi ce qui vous frappe en termes de points communs et de différences entre les robots. Vous allez me dire, c'est pas forcément facile parce que c'est petit et vous les connaissez pas, mais je suis sûre que vous allez trouver tout ce que j'ai envie de vous faire dire. Points communs et ou différences. Je vous écoute. Oui. Pardon, j'arrive pas. Mais... Oui, ils ont tous des yeux. Alors ça, c'est bien. C'est un élément que je voulais vous faire dire. Très bien. Ils ont tous des yeux. Ils ont quasiment tous un aspect humanoïde, ou en tout cas anthropomorphe, c'est-à-dire que ça ressemble à un être vivant. Et encore, je vous ai pas mis, j'aurais pu mettre un petit chien, parce qu'Aibo, par exemple, c'est un robot chien. Mais globalement, c'est plutôt humain, mais parfois, il y a des aspects animaux. Oui. Oui, encore, très bien, alors on va faire carton plein. Effectivement, ils sont tous blancs, ce qui en dit long sur plein de choses. Alors, dans la communauté robotique, il y en a qui disent « Oui, non, mais c'est parce que blanc, c'est la couleur de l'objet technologique. » Moi, je pense que blanc, c'est parce que, on connaît le sujet, que la robotique et l'intelligence artificielle, c'est fait par des hommes blancs entre 25 et 35 ans. Ok. D'autres choses? Donc, ils ont des yeux, ils sont blancs, plutôt humanoïdes. Alors, certains ont des écrans, pas tous, mais certains ont des écrans et c'est très intéressant et très important. Alors, ils n'ont pas l'air de parler. C'est une bonne remarque. En fait, la moitié d'entre eux, la moitié droite, parle, la moitié gauche ne parle pas, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous frappent? Pardon? Oui, ils peuvent se déplacer.
Oui, alors il n'y a que Nao qui peut marcher, au sens propre du terme marche, parce qu'il a des jambes, ce qui est une catastrophe absolue parce qu'il n'est pas très stable, donc il tombe, donc il se casse, donc ça coûte cher. Mais le but de Nao, c'était pas du tout d'en faire un usage grand public, hein, c'était vraiment un robot éducatif et recherche. Donc c'est intéressant. Et sinon, tous les autres se déplacent avec des roulettes. Ouais. Donc, si vous voulez les piéger quelque part, vous mettez une marche d'escalier. Comme ça, vous êtes tranquille. C'est bon? Ouais. En termes de quoi? De taille, de corpulence? Alors ça, c'est une grande question. Alors typiquement, Pepper est sans... Alors il y a des gens qui disent c'est un robot et des gens qui disent bah non, c'est une, parce que y a... la moitié de la population, quasiment, voit une fille dans Pepper, l'autre moitié voit un garçon. La voix a été choisie, soi-disant, pour être voix androgyne, donc on ne sait pas trop. D'après les concepteurs de Pepper, Pepper est un garçon, sauf que le nom du projet Pepper, c'est Juliette. Voilà. Le nom de code secret du projet R&D, voilà. Bon, bref, donc, vous avez dit tout ce que je voulais vous faire dire, donc je voulais attirer votre attention sur le côté culturel, avec le côté blanc des robots, qui est quand même quelque chose de significatif. Alors, les robots modernes changent de couleur, les robots industriels changent de couleur, et c'est vrai qu'en général, c'est plutôt blanc. Les yeux, c'est vraiment très important, parce qu'en fait, comme je vous ai dit, ces robots sont des robots dits sociaux. Donc notre objectif, quand on fait de la robotique sociale, c'est d'interagir avec les humains. Et toutes les études en sciences cognitives vous montreront que pour interagir avec un humain, on a besoin de le regarder. Ou en tout cas, de se diriger, parce que ça marche même avec les personnes aveugles, on a besoin de se diriger dans le champ perceptif de l'humain avec lequel on interagit, sinon l'interaction est bizarre. La seule interaction qu'on est capable d'avoir un humain sans le regarder, c'est quand on est au téléphone. Mais sinon, on a besoin d'être focus. Donc les yeux, même si pour la plupart les yeux ne servent pas au robot à voir, les yeux sont là pour que l'humain sache dans quelle direction mettre sa tête, sinon ça le perturbe. Oui. Alors ça, on va en parler juste après. C'est la vallée de l'étrange. Ça s'appelle, donc mince, moi aussi ça m'échappe. Ça me reviendra. Mais donc le principe de la vallée de l'étrange, effectivement, c'est une courbe qui a été faite pour essayer de voir l'appétence qu'on a face à un robot et qui montre que plus le robot est ressemblant à l'être humain, plus on se sent en confiance, mais quand ça commence à devenir trop ressemblant, typique musée de cire, enfin musée Grévin et compagnie, là ça devient vraiment creepy, vraiment angoissant, et du coup on stresse. Et après, donc il y a un creux où on se sent anxieux face au robot, et que après ça remonte, c'est-à-dire si après on fait encore mieux que l'humain, comme l'humain augmenté avec des petites lettres, des petits machins, où c'est manifeste que c'est un robot qui ressemble à un humain, mais à un humain qui serait vachement mieux qu'un humain, ça redevient acceptable parce que c'est notoire que c'est un robot. Oui. Bah, ouais, alors moi je trouve que c'est une espèce... pour moi c'est plus une œuvre d'art qu'un robot, du coup je le vois pas comme ça. C'est juste une tablette sur un corps un peu artistique. Ouais. Voilà, mais je suis assez d'accord. Voilà. Donc, les yeux importants, le blanc important, la corpulence ou la morphologie. En fait, ces robots sont grands, parce que comme ils sont faits pour interagir avec vous, bah, si on est obligé de se mettre comme ça pour interagir, c'est pas pratique. Voilà, donc la corpulence, c'est important. D'abord pour l'interaction et aussi pour la sécurité. Évidemment, parce qu'on ne veut pas que les robots vous tombent dessus et vous fassent mal, donc il ne faut pas qu'ils soient trop grands, mais on ne veut pas non plus que vous puissiez les faire tomber et que vous leur fassiez mal, donc il ne faut pas qu'ils soient trop petits. Donc typiquement, Nao est beaucoup trop petit. Sunbot, c'est déjà limite, parce qu'en fait, il est haut comme ça, et des fois, on ne le voit pas. Et donc, ils ont tous, alors ça se voit pas bien sur l'image, évidemment, mais ils ont tous des capacités de perception, donc ils ont tous une caméra, ils peuvent voir leur environnement, c'est hyper important. La plupart ont des micros, donc on peut leur parler. Certains sont capables de parler en retour, mais pas tous. Ça, c'est important aussi. En fait, aujourd'hui, la reco vocale en environnement bruyant, ça ne marche pas super bien. Donc, en fait, les robots avec qui on est censé interagir en parlant, en fait, sont déceptifs
parce qu'on leur parle, et comme ils ont l'air vachement cool, et que la science-fiction nous a dit que les robots c'était vachement cool, et qu'ils parlent en plus ce robot, puisqu'il a dit « Hey, bonjour, est-ce que tu veux venir jouer avec moi ?» et qu'on lui répond et qu'il ne comprend pas, en fait, nous, en tant qu'humains, on ne comprend pas que le robot ne comprenne pas. Parce que notre téléphone, lui, il nous comprend. Et cette foutue machine-là, qui est super chouette, elle ne nous comprend pas. Et ça, c'est un facteur de déception terrible. Et c'est là qu'on en vient au dernier point que vous avez mentionné, les écrans. La plupart d'entre eux ont des écrans. Au début, on peut se dire, ces écrans, ils servent à montrer des jolies images ou des vidéos. Non, pas du tout. En fait, les écrans, c'est des solutions de backup, ce qu'on appelle les solutions de fallback dans le métier. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que comme l'interaction vocale ne marchait pas, il fallait revenir à une interaction tactile sur l'écran pour se sortir de certaines ornières d'interaction dans lesquelles on est avec les robots qui ne marchent pas. Voilà, donc je voulais vous montrer ça rapidement. Et puis, juste conclure un petit peu, comme Fabrice le disait tout à l'heure, sur des questions un petit peu éthiques, parce qu'il y a une grosse problématique aujourd'hui dont on parle souvent quand on parle de robotique, qui est, mais est-ce que les robots, finalement, vont piquer nos jobs? Alors souvent, quand on entend les spécialistes, on a cette réponse hyper provocante, et qui pourtant doit vous inviter à réfléchir, je pense, qui est oui, les robots vont nous piquer nos jobs, et c'est une bonne nouvelle. La question, c'est quel job et comment ils vont nous les piquer. Alors en fait, l'histoire de la robotique, c'est ni plus ni moins qu'une continuation de l'histoire de l'évolution technologique de l'humanité. Et à chaque fois qu'on a inventé une nouvelle technologie, en fait, on a piqué le job de quelqu'un. Ça, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Sauf qu'on a piqué les jobs des gens à des vitesses suffisamment lentes pour permettre à la société de s'adapter. Et qu'aujourd'hui, avec la robotisation et l'intelligence artificielle, on va très très vite. Et on a tendance à piquer les jobs un peu plus vite que prévu et sans accompagner cette transformation, c'est-à-dire sans prendre le temps de former les gens à qui on pique les jobs aux nouveaux jobs que ça pourrait engendrer. Alors, il y a toujours deux façons de voir les choses. Il y a ceux qui vous disent « oui, non, mais ça va se lisser, ça va s'arranger ». Et puis de toute façon, oui, on a mis des robots pour la logistique, mais il faut bien des gens pour programmer des robots. Donc vous voyez, on en a créé des jobs. La grosse question, c'est qu'en général, on crée des jobs pour des gens qui sont différents de ceux à qui on a piqué les jobs. Donc accompagner la transformation, c'est quelque chose de difficile. Et pour autant, c'est quelque chose qu'il faut absolument faire, puisque de toute façon, jamais on acceptera de revenir en arrière. Jamais j'arriverai à vous dire « non, vendez votre machine à laver et retournez au lavoir, vous allez voir, c'est une expérience sociale fabuleuse ». Ok? Donc voilà, on ne reviendra jamais en arrière sur le sujet, on ne retournera jamais dans les mines de charbon à pousser des chariots. Maintenant, on voit les enfants faire ça à notre place, c'est quand même vachement mieux. Voilà. Alors attendez, je voulais juste arriver à ce slide, donc, qui est le vrai slide de conclusion sur ce sujet-là. Donc aujourd'hui, le focus de la robotique industrielle, c'est de faire des robots qui sont capables d'accomplir les tâches qu'on appelle en anglais les 4D, ça marche moins bien en français, qui sont les tâches ennuyeuses ou stupides, rébarbatives, répétitives, vous appelez ça comme vous voulez, donc dull, dirty, donc sale, dangereux, enfin, sale au sens pas agréable à faire, typiquement extraire du minerai et compagnie, dangereuse et difficile. Okay. Sauf que comme, et c'est là-dessus que je voudrais conclure, c'est que comme nous les humains, on devient de plus en plus paresseux, on trouve que toutes les tâches deviennent de plus en plus dans une des catégories des 4D. C'est-à-dire qu'on va avoir tendance, si c'est ni dull, ni dirty, ni dangerous, on va dire que c'est difficile, et donc on va chercher à automatiser. Donc la grosse question aujourd'hui, c'est comment on encadre cette automatisation, et surtout comment on accompagne la transformation, en particulier dans des domaines d'application où la robotique a un impact massif, typiquement tout ce qui est industrie. Voilà, je vais m'arrêter là pour tenir à peu près le timing, et si vous avez des questions, je suppose qu'on peut vous répondre.